Bon les gars, c'est le 10e épisode. Faut qu'on trouve une intro spéciale. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle, épisode 10 déjà. La Bulle, cette semaine, on revient sur le tournoi d'Indian Wells, hommes et femmes. On va se projeter également sur le tournoi de Miami. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans ma bulle de tennis. Première manche, 6 jeux à 0. Avant de le rencontrer en finale d'Indian Wells, Medvedev avait eu des propos dithyrambiques au sujet de Carlos Alcaraz. Il a des capacités extraordinaires et il sait comment les utiliser. Ensuite, la question se pose de savoir s'il va gagner 10 tournois du Grand Chelem, 5 ou 23 et peut-être même battre le record. Et de finale, il n'y en a pas eu vraiment tant Alcaraz était au-dessus. Dès les premiers points, on a senti qu'il ne voulait pas s'enfermer dans le jeu d'épuisement de Medvedev. C'est lui qui a pris les devants, cassant les diagonales, enchaînant les services volés. C'est vraiment ce qui marche contre le Russe. Lui qui se tient très loin au retour. Le service a beaucoup de temps à revenir. Enfin le retour en quelque sorte, mais beaucoup de temps à revenir et il laisse du temps au serveur pour monter au filet et venir déposer une balle de l'autre côté. Et encore faut-il pouvoir le faire. Ces 19 adversaires précédents à Medvedev n'avaient pas réussi, mais ce Alcaraz est fait du métal des champions. Aucune balle de break concédée, aucun ace concédé, trop solide en fait. Et grâce à cette victoire, il redevient numéro 1 mondial. Le plus intéressant, c'est qu'on va avoir un printemps haletant, certainement avec des échanges de places chaque semaine entre lui et Djokovic. Peut-être même que Tsitsipas va pouvoir se mêler à la lutte. Et donc, après une double blessure qu'il avait tenue écartée des cours jusqu'à février, Alcaraz est de retour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est déjà au top. Pour le Russe, évidemment, tout n'est pas à jeter sur cette semaine ni sur cette finale. Il est plus très loin de son meilleur niveau, il lui manque encore un petit quelque chose, je pense, pour retrouver ce qui avait fait sa force en 2021. En tout cas, il a retrouvé cette confiance qui faisait de lui l'homme à battre. Et j'ai bien envie de voir ce qu'il va donner au printemps, notamment sur terre battue. Tout le monde a tendance à dire que c'est pas forcément sa surface de prédilection, mais je suis pas forcément de cet avis. Et surtout, c'est une des premières fois où il va arriver sur la saison sur terre battue avec un niveau de jeu très haut affiché dans les tournois précédents. Les années suivantes, il était soit blessé, soit il n'était pas encore au niveau, soit la saison était particulière, notamment en 2020 avec le Covid. Donc attention à lui dans les prochaines semaines, je pense qu'il peut performer. L'ordre établi en WTA en 2022 est-il doucement en train de se renverser? Depuis 2021 à peu près, des joueuses au style plutôt contreuses, variant les effets et les zones, ont émergé et se sont hissées au top niveau. Barty, Jabber, Swiatek par exemple. Et depuis 6 mois, ce style de jeu ne domine plus le circuit féminin et on voit de véritables attaquantes baser leur jeu sur une grosse première et une capacité à prendre la balle très tôt émerger. Sabalenka, Rybakina et même Garcia. Et Indian Wells en a été le parfait exemple. La Kazakh Rybakina a parfaitement déroulé contre la numéro 1 mondiale en demi, battant Swiatek pour la deuxième fois en 2023. Et en finale, elle retrouvait la numéro 2 mondiale, celle qu'il avait battue en finale de l'Open d'Australie justement, Aryna Sabalenka. Et dès le premier set, le match était en fait assez décousu, comme si aucune joueuse ne voulait prendre les devants. Et dans un tie-break où les bras ont vraiment tremblé, c'est finalement Rybakina qui s'est imposé 13-11, profitant des 10 doubles fautes de la Biélorusse sur l'ensemble du premier set et de sa fébrilité au début de la seconde manche pour remporter ensuite son premier Master 1000. Et elle confirme après son titre à Wimbledon et sa finale à Melbourne. Comme je disais, ça montre que les attaquantes ont le vent en poupe depuis quelques mois. 10 doubles fautes, on le disait, ce n'était plus arrivé à Sabalenka depuis bien longtemps, trahi par son service qu'elle avait amélioré en ce début de saison, peut-être tendu par l'enjeu de la finale, ou la possibilité de se rapprocher un petit peu plus de la première place mondiale, parce que oui, la défaite et la blessure aux côtes d'Iga Swiatek ouvrent la porte à un changement de leader au classement. Alors pas tout de suite, pas juste après Miami, avec le tournoi qui va arriver, mais on ne sait pas déjà si elle va jouer Miami, où elle était tenante du titre. Et même si la Polonaise a un matelas d'avance confortable, elle n'a plus le droit à l'erreur d'ici Roland-Garros si elle veut rester numéro 1 mondial. Derrière, tous les points sont bons à prendre.
pour toutes les poursuiveuses. Et c'est pas ce qu'a réussi à faire Caroline Garcia à Indian Wells, battue par Cirstea en 8e, alors qu'elle avait la possibilité de retrouver la Polonaise en quart. Parce que oui, Garcia fait partie des joueuses qui pourraient doubler Świątek d'ici Roland Garros, vu qu'elle a très peu de points à défendre d'ici le Grand Chelem parisien. Une chose est sûre, en tout cas, Miami devrait nous en dire plus sur ce potentiel nouvel ordre chez les femmes. Après 934 semaines passées dans le top 10, oui, 934 semaines, Nadal est cette semaine en dehors de ce cercle très fermé. Lui qui n'a plus joué depuis son élimination de l'Open d'Australie a perdu les points de sa finale d'Indian Wells et est donc cette semaine 12e. C'est bien évidemment un record, 934, 912 si on prend en compte le gel du classement durant le Covid. Et même si pour lui le classement, il veut plus dire grand chose, cette place en dehors du top 10 peut avoir de grosses conséquences pour la suite, notamment à Roland Garros, où il est tenant du titre et il pourrait par exemple retrouver dès les huitièmes de finale, si le classement reste comme ça, il pourrait retrouver en l'état actuel Alcaraz ou Djokovic dès les huitièmes de finale. Donc attention, ça peut être très dangereux. 934 semaines, c'est quoi? C'est 17 ans, 10 mois et 25 jours, soit 6538 jours complets dans le top 10. Il est entré justement dans ce top le 25 avril 2005, juste après sa victoire à l'ATP 500 de Barcelone en battant à l'époque Juan Carlos Ferrero. Et dans ce top 10, qui y avait justement? Numéro 1 Federer, numéro 2 Hewitt, suivi de Roddick, Safin, Gaston Gaudio, Tim Henman, Rafael Nadal directement 7e à l'époque, André Agassi 8e, Carlos Moya, l'entraîneur de Rafa 9e, et David Nalbandian clôturait ce top 10. Tout le monde est à la retraite. Et d'ailleurs, après Rafa, à l'époque, le joueur le mieux classé encore en activité aujourd'hui était Richard Gasquet, 59e mondial, et ça nous permet d'avoir une transition toute faite, puisque lui aussi bat un record de longévité cette semaine, et il entame sa 943e semaine dans le top 100, record français de Fabrice Santoro égalé, soit 18 ans et 1 mois. Alors même si ces 943 semaines ne sont pas consécutives, ça témoigne vraiment de sa constance au plus haut niveau. Et surtout, s'il tient jusqu'au Jeu de Paris, j'imagine où il veut participer, il pourrait franchir la barre des 1000 semaines dans le top 100. Et cette semaine, la question que tout le monde se pose en débutant ce Masters 1000 de Miami, c'est: est-ce que Carlitos Alcaraz peut réaliser le Sunshine Double, c'est-à-dire réaliser le doublé Indian Wells Miami? S'il veut conserver sa place de numéro 1 mondial en tout cas, il devra conserver son titre acquis à Miami l'an dernier. Sur sa route, il aura peut-être pas mal d'Américains, puisqu'il pourrait retrouver Cressy sur son deuxième tour en 16e, Tommy Paul en 8e, peut-être Fritz en quart. On pourrait également avoir un remake de la finale d'Indian Wells, puisque Medvedev se trouve dans l'autre partie de tableau. Attention toutefois à Tsitsipas, qui a été éliminé très tôt d'Indian Wells et qui voudra évidemment prendre sa revanche et bien finir cette première partie de saison. Côté bleu, tous les premiers tours sont jouables, mais comme ils ne sont pas tête de série, ils tomberont, s'ils franchissent le premier tour, des têtes de série au deuxième tour. A noter le premier tour 100% français entre Monfils et Humbert. Chez les filles, est-ce qu'Iga Świątek participera? Elle qui avait laissé entendre donc qu'elle était blessée aux côtes, on ne sait pas encore si elle jouera son premier match. Elle est dans le tableau en tout cas, tout en haut. Et comme à l'inverse des hommes, c'est assez rare de voir des filles réaliser le Sunshine Double. Świątek l'avait fait l'an dernier. Mais donc qui pourrait en profiter si on considère que Świątek ne le fait pas et que Rybakina aura du mal à faire le doublé? Caroline Garcia se retrouve dans le quart de tableau de Sabalenka et Krejcikova, donc quart très dense. Rybakina, quant à elle, est avec Iga Świątek. Donc voilà, un peu pour les forces en présence chez les filles. Ce WTA 1000 de Miami est également l'occasion de voir des nouveaux visages. Les sœurs Fruhvirtova, on a l'habitude d'en parler ici. La jeune Philippine Alexandra Eala, 17 ans, qui a remporté le dernier US Open Junior. Elle est wildcard à Miami, ou encore Linda Noskova, dont on a déjà parlé ici également. Ce seront les attractions des premiers tours.
Et si vous ne savez pas quoi regarder d'autre pour ces premiers tours, je vous conseille, chez les hommes, le Team Sonego, ce sera l'occasion de voir où en est l'Autrichien. Et chez les filles, il y a un petit Raducanu Andreescu dès le premier tour, dès le début du tournoi. Et la vainqueur affrontera Maria Sakkari au deuxième tour. Et ça y est, c'est la fin de ce 10e épisode de La Bulle. Merci à tous de l'avoir suivi, merci à tous d'être présents depuis le début. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un 11e épisode et puis on parlera des premiers tours de Miami. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Ciao!